Bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une pile de documents qui, à première vue, pourrait sembler un peu sec. On a le programme détaillé d'un cours universitaire de français avancé pour l'année 2025-2026. Mais notre but, c'est de regarder derrière les titres, derrière les listes de grammaire, pour vraiment décrypter ce que ça signifie aujourd'hui de viser un niveau B2.2 en français. C'est quoi le secret pour passer de « je me débrouille » à « je maîtrise ». C'est une excellente question. Parce que ces documents, en fait, c'est bien plus qu'un plan de cours. Ah oui, C'est une philosophie de l'apprentissage. Une véritable feuille de route qui nous montre pas seulement quoi apprendre, mais surtout comment l'apprendre, pour atteindre une communication authentique et nuancée. On va voir que chaque détail, de la grammaire au choix du roman, tout a été pensé pour forger un locuteur complet. D'accord. On va donc décortiquer tout ça pour en extraire l'essentiel, pour comprendre les mécanismes, les défis de ce parcours. Allez, c'est parti. Le premier truc qui m'a frappé, c'est le prérequis. Il faut déjà un niveau B1.2 pour commencer. Oui, On ne part pas de zéro, loin de là. Ça donne l'impression que le cours n'est pas une simple continuation, mais une vraie accélération. Un changement de braquet, quoi. c'est exactement ça. Les documents parlent de saut qualitatif, et le terme est bien choisi. Le B1, c'est le niveau de l'autonomie. On peut se débrouiller au quotidien. Mais le B2, c'est le niveau de l'indépendance. On commence à pouvoir argumenter, à défendre un point de vue, à comprendre l'implicite. D'accord. Et pour ça, le programme définit 4 compétences fondamentales, les fameux résultats d'apprentissage. Ouais, et elles sont ambitieuses. Produire des textes oraux longs, bien structurés, rédiger des textes complexes, bon, jusque-là, ça semble logique. Mhm. Mais c'est le troisième point qui devient vraiment intéressant. Comprendre non seulement le sens général, mais aussi les détails spécifiques, même sur des sujets abstraits. C'est là que le fossé se creuse avec le B1. Un apprenant B1, il va comprendre un reportage sur un fait divers. Ok. Un apprenant B2.2, lui, doit pouvoir suivre un débat sur, je sais pas, la philosophie politique ou une critique d'art. Et le quatrième point va encore plus loin. Absolument. C'est celui qui m'a le plus interpellé. La capacité à saisir les opinions des locuteurs et des auteurs. Là, on n'est plus dans le factuel. Non. On entre dans l'analyse, la lecture entre les lignes, la perception du ton, de l'ironie. Mais comment est-ce qu'on enseigne ça? C'est le cœur du réacteur. Ça ne s'enseigne pas comme une règle de grammaire, ça s'entraîne. On expose l'étudiant à des documents authentiques, complexes, et on ne lui demande pas de quoi ça parle, mais plutôt que pense réellement l'auteur. Comment il essaye de nous convaincre? Exactement. Et c'est pour ça que la structure du cours repose sur 3 piliers qui s'alimentent. Grammaire, lexique et communication. Ils ne sont jamais séparés, ils sont constamment tressés ensemble. C'est vrai, et en parlant de ces piliers, si on commence par la grammaire, il y a un terme dans le programme qui m'a fait sourire et un peu peur. Ah oui? Le terme « cas épineux ». Ça sonne comme un avertissement. On le trouve à côté de la révision de l'accord du participe passé, des pronoms. Ce terme est merveilleusement honnête. En gros, il dit « bienvenue dans les vrais problèmes ». C'est ça. Le niveau B2.2, ce n'est plus d'apprendre que le participe passé avec avoir ne s'accorde pas et avec être il s'accorde. Non, c'est maîtriser l'accord avec les verbes pronominaux ou quand il est suivi d'un infinitif. Des choses qui, honnêtement, font hésiter beaucoup de francophones natifs. Absolument. L'idée, ce n'est plus d'apprendre des règles, c'est de naviguer dans les exceptions, les subtilités. Et on retrouve ça avec le point sur l'expression du temps. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est un vrai champ de mine. Oh là là, oui. Un champ de mine parfait pour illustrer ces cas épineux. Prenez la différence entre pendant, depuis et il y a. C'est un classique. Le cauchemar de beaucoup d'apprenants, oui. Ben voilà. Un étudiant de niveau A2 ou B1 peut les confondre. Au niveau B2.2, on attend une maîtrise totale. Il faut savoir que pendant décrit une durée limitée et terminée. Par exemple, j'ai habité à Lyon pendant 2 ans. L'action est finie. C'est ça. Alors que, depuis, l'action a commencé dans le passé et elle continue encore aujourd'hui. J'habite à Paris depuis 2020. Et l'action n'est pas terminée. Voilà. Et puis on a il y a, qui est juste un point de repère dans le passé. Je suis arrivée en France il y a 4 ans. Il ne suffit plus de connaître la traduction, il faut sentir la chronologie que chaque mot impose. C'est ça la nuance. Et cette exigence de précision, on la voit aussi dans les activités, comme cet exposé oral volontaire qui peut rapporter un point bonus. Les sujets sont costauds. Ah oui. L'expression de la concession et de l'opposition, le discours direct et indirect. Ce qui est remarquable, ce ne sont même pas tant les sujets
que les consignes pour les préparer. C'est un vrai manifeste pour la rigueur intellectuelle. C'est-à-dire, il est explicitement interdit d'utiliser l'intelligence artificielle pour la partie théorique. Attendez, on leur interdit l'IA à une époque où tout le monde utilise ChatGPT, c'est pas un peu déconnecté? Ou c'est justement le but? Je pense que c'est précisément le but. L'objectif n'est pas de rejeter l'outil, mais de forcer l'étudiant à faire le cheminement intellectuel lui-même. Au lieu de demander la réponse à une machine, il doit aller la chercher dans des ouvrages de référence. Le document cite même le monument qui est le bon usage de Grévis. Une référence? Il doit lire plusieurs sources, les comparer, les synthétiser, se forger sa propre compréhension. C'est une compétence anti-copier-coller, quoi. On leur demande de devenir pour un temps des artisans de la langue. On passe de consommateur de règles à analyste de la langue. J'aime bien l'idée. Et ça m'amène au deuxième pilier, qui semble beaucoup plus ludique. Le lexique. Les thèmes sont alléchants. Les plaisirs de la table, arts et spectacles, et mon coup de cœur, les jeunes et leurs registres. Ce choix de thème est tout sauf anodin. Chaque thème, c'est une porte d'entrée vers la culture française. Oui, les plaisirs de la table, ce n'est pas juste une liste de mots, c'est une immersion. En apprenant les mots pour les produits phares du terroir, comme la truffe noire du Périgord, on apprend la géographie, les traditions. C'est de l'anthropologie culinaire. Exactement. Comprendre la différence entre un confit et une terrine, ce n'est pas que de la sémantique. C'est vrai. Et ce qui m'a vraiment surpris, c'est de trouver un document entier consacré au verlan. Je ne m'attendais pas à ça dans un cours universitaire si sérieux. Et pourtant, c'est d'une logique implacable. Si le but est de former un locuteur capable de naviguer dans la société française contemporaine, ignorer le verlan serait une erreur. Le verlan, de l'inversion de l'envers, est partout. Dans la langue parlée, la musique, le cinéma. Le document donne les exemples classiques. Femme devient meuf. Fête devient teuf. Pourri donne ripou. Il va même jusqu'à la reverlanisation, un double retournement. Arabe devient beurre, qui est réinversé pour donner rebeu. C'est presque un jeu de code. C'en est un. Est-ce qu'on attend vraiment des étudiants qu'ils le parlent? Pas nécessairement qu'ils le parlent, mais absolument qu'ils le comprennent. C'est une question de registre. Savoir que c'est un truc de ouf veut dire c'est un truc de fou, c'est une compétence de compréhension orale qui est essentielle en 2025. D'accord. L'inclure dans le Pranvar, c'est reconnaître que la langue n'est pas un monolithe figé dans les manuels. C'est un organisme vivant qui évolue. C'est ce qui fait la différence entre une connaissance académique et une maîtrise authentique. Pour comprendre une conversation dans le métro, quoi. Voilà, exactement. Donc on passe de la théorie grammaticale la plus pointue à la langue de la rue. Et pour vérifier que tout ça est maîtrisé, le système d'évaluation est, disons, intransigeant. C'est le mot. Le cours est validé par 5 épreuves distinctes et chacune pèse pour 20%. Compréhension orale, écrite, production écrite, un test de connaissance et une production orale. Oui. Mais le détail qui change tout, le mot qui fait un peu froid dans le dos, c'est éliminatoire. Chaque épreuve est éliminatoire. On ne peut pas compenser une mauvaise note. Non. Et c'est un choix pédagogique très très fort. Il faut obtenir au minimum 5 sur 10 à chacune des 5 parties. C'est incroyable. Vous pouvez avoir 10 sur 10 en production écrite. Si vous avez 4 sur 10 en compréhension orale, vous échouez. Waouh! La philosophie derrière, c'est de garantir un profil de compétences complet et équilibré. L'université ne veut pas diplômer quelqu'un qui écrit magnifiquement, mais qui est incapable de suivre une conversation. C'est une garantie que la personne qui valide ce niveau est solide sur tous les fronts. C'est ça. Et pour nourrir ces compétences, il y a aussi la lecture obligatoire d'un roman, Dans les bois éternels de Fred Vargas. Pourquoi ce choix, à votre avis? Un polar, c'est pas anodin. C'est un choix très malin. D'abord, Fred Vargas a un style qui est riche, mais accessible. C'est de la littérature contemporaine, la langue est vivante. Et puis ça donne envie de lire. Bah oui, un roman policier, c'est un moteur formidable pour la lecture. On veut savoir la suite. Et surtout, ces romans sont pleins de dialogues, de registres de langues différents. C'est un terrain de jeu parfait pour mettre en application tout ce qui est vu en cours. On a donc la pratique en solitaire avec le livre, et puis il y a cette autre activité que j'ai trouvée géniale, le tandem franco-espagnol. Ah oui, la passerelle vers le monde réel, Une collaboration avec l'Université de Pau. L'idée est simple, un étudiant espagnol qui apprend le français, un étudiant français qui apprend l'espagnol. Et ils échangent. Ils échangent,
Moitié du temps dans une langue, moitié dans l'autre. C'est une opportunité inestimable. C'est le moment où l'on sort de la sécurité de la classe pour se confronter à la spontanéité d'une vraie conversation. Les hésitations, les interruptions, l'humour. C'est là que la confiance se construit, j'imagine. Souvent, oui. Alors, si on prend un peu de recul, qu'est-ce que tout ça nous dit? Si on devait résumer l'esprit de ce niveau B2.2, qu'est-ce qui en ressortirait? Je vois 4 idées maîtresses. La première, c'est l'intégration. On arrête de penser la langue en silo. Tout est lié. Voilà, la grammaire est au service de la communication, le lexique est une clé pour la culture, tout est mis en pratique dans des tâches complexes. D'accord. La deuxième idée, ce serait? La maîtrise de la nuance. C'est le fil rouge de tout le programme, non? Absolument. Des cas épineux en grammaire jusqu'à la navigation entre les registres de langue, du français soutenu au verlan. On ne demande plus d'être correct, mais D'être juste. approprié. Voilà. D'être juste. La troisième, c'est la rigueur. Cette idée est incarnée par l'évaluation et ses 5 parties éliminatoires, mais aussi par l'interdiction de l'IA. Il y a une exigence de travail personnel, d'effort. Oui, on ne survole pas, on approfondit. C'est une approche qui garantit une vraie solidité. Et enfin, la quatrième, qui me semble la plus importante, c'est l'autonomie. Oui, Que ce soit avec la recherche pour l'exposé, la lecture du roman ou le tandem, tout est fait pour que l'apprenant devienne le pilote de son propre apprentissage. c'est la synthèse parfaite. On passe du statut d'élève à celui de véritable utilisateur de la langue, curieux et indépendant. Atteindre ce niveau, c'est devenir un locuteur qui n'est pas seulement compétent, mais qui est aussi confiant, cultivé et conscient de la complexité de la langue qu'il utilise. Pour finir, une dernière pensée en revoyant ces documents, il y a une insistance très forte sur les expressions idiomatiques, surtout celles liées au corps. Ah oui, En mettre sa main au feu, avoir le cœur sur la main, casser les pieds à quelqu'un, c'est fascinant parce que ces expressions sont l'antithèse de la logique grammaticale pure. on ne peut pas les deviner. Non, on ne peut pas les déduire, on doit les absorber culturellement. Et ça soulève une question plus large. Quelle part d'une langue s'apprend par la structure, par les règles, et quelle part s'acquiert par imprégnation, en absorbant ces métaphores qui sont un peu l'inconscient collectif d'une culture. À partir de quel moment, en apprenant ces tournures, est-ce qu'on cesse simplement de traduire pour commencer à penser, à ressentir le monde d'une autre manière?